12 décembre 1944, 21h40, quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, Versailles, France. Le général Dwight D. Eisenhower est assis seul dans son bureau du 2e étage, une cigarette se consumant dans le cendrier, lisant le dernier résumé de renseignements G, provenant d'interrogatoires de prisonniers allemands. Ses yeux s'arrêtent sur une ligne. Toutes les réserves blindées positionnées contre l'axe probable d'avance de Patton. Le front de Montgomery considéré comme menace secondaire. Il la relit, puis une 3e fois. Le commandant suprême des forces alliées se cale dans son fauteuil, retire ses lunettes de lecture et fixe le plafond. 4,5 millions d'hommes sous son commandement, un front de 1600 km. Et tout le calcul stratégique de l'ennemi repose non pas sur l'endroit où les alliés sont les plus forts, mais sur la peur d'un général américain imprévisible. Eisenhower écrase sa cigarette, décroche le téléphone et demande son chef d'état-major. Dans la conversation qui suit, calme, tendue, dévastatrice, il admettra quelque chose qui remodèlera les 6 derniers mois de la guerre. Ce qu'Eisenhower dit dans cette pièce allait exposer une vérité que le public allié n'était jamais censé entendre. Que les meilleurs généraux allemands craignaient George Patton plus que l'homme commandant 2 fois ses forces. Le bureau est faiblement éclairé, des cartes couvrent chaque mur, des cendriers débordent sur le bureau en acajou. Eisenhower commande des millions d'hommes, mais sa plus grande bataille n'est pas contre la Wehrmacht. C'est de gérer Bernard Montgomery et George Patton, 2 généraux qui se méprisent et se disputent, chaque litre de carburant, chaque camion de ravitaillement, chaque moment de son attention. Dehors, le brouillard de décembre recouvre les jardins du palais. À l'intérieur, les cartes racontent des histoires contradictoires. Les flèches bleues de Montgomery au nord montrent en nada l'opération Market Garden enlisée dans la boue hollandaise. Les flèches de Patton en Lorraine avancent malgré le carburant qu'on lui refuse et qu'il réclame quotidiennement à grands cris. Churchill envoie constamment des câbles pressant Eisenhower de favoriser les commandants britanniques. Les journaux américains exigent que Patton soit prioritaire. Les mathématiques politiques l'épuisent plus que les militaires. Il a besoin des 2 hommes. Montgomery pour la planification méthodique, pour les batailles rangées soigneuses qui minimisent toutes les pertes et satisfont Londres. Patton pour l'élan, pour l'exploitation agressive qui déstabilise les Allemands et satisfait Washington. Mais la friction entre eux draine l'énergie de chaque décision stratégique, complique chaque conférence, empoisonne chaque réunion de commandement d'une rivalité tacite. Eisenhower allume une autre cigarette, regardant la fumée s'enrouler vers le plafond. Le stress se lit dans les rides autour de ses yeux, le ton sec de ses récentes notes de service, la cigarette perpétuelle qui ne s'arrête jamais. Mais autre chose le trouble ce soir, un schéma émergeant des rapports de renseignement qui ne correspond pas à la structure de commandement qu'il a bâtie, et les schémas en guerre comptent plus que les plans. Depuis El Alamein, en 1942, Montgomery porte l'invincibilité comme les 2 badges sur son béret, le planificateur méthodique qui ne perd jamais, le maître de la bataille rangée qui a vaincu Rommel dans le désert et dicte ses conditions aux correspondants de guerre sur l'approche scientifique de la guerre. Eisenhower défère initialement à cette réputation. Après le jour J, il assigne à Montgomery la poussée principale vers le nord, en direction de la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne, et fournit l'essentiel de la logistique alliée pour la soutenir. Lors des réunions d'état-major au quartier général du Chaef, les officiers de liaison britanniques présentent les plans opérationnels de Montgomery avec révérence, soulignant sa brillance méthodique, son refus d'attaquer, tant que les conditions ne sont pas parfaites. Les lumières fluorescentes bourdonnent au-dessus pendant ces briefings. Les cartes montrent les flèches bleues de Montgomery, promettant une progression régulière, imparable. Les allocations de carburant favorisent le 21e groupe d'armées. Les priorités de ravitaillement vont au nord. Eisenhower approuve tout, faisant confiance à la mythologie qui a conquis l'Afrique du Nord, qui a percé en Normandie, qui promettait de terminer la guerre avant Noël. Mais au fond de son esprit, des doutes silencieux s'accumulent. Market Garden a échoué spectaculairement en septembre. Anvers a pris des semaines de plus à dégager que promis. L'avance vers le nord progresse avec une prudence qui semble plus bureaucratique que stratégique. Eisenhower ne dit rien publiquement. Remettre en question Montgomery signifie irriter Churchill, déstabiliser l'unité alliée, créer des tempêtes politiques qu'il ne peut se permettre.
Pourtant la dissonance grandit, nourrie par des chiffres qui ne collent pas tout à fait, et des rapports de renseignement qui racontent une histoire différente de celle qu'il a crue. Fin novembre, la section de renseignement G2 à Versailles commence à compiler des rapports qui ne correspondent pas aux hypothèses alliées, les décryptages ultra. Ces précieuses interceptions des communications militaires allemandes révèlent des commandants de terrain de la Wehrmacht obsédés par le secteur de percée probable de Patton et les opérations de déception de la 3e armée. Le schéma devient impossible à ignorer. Les rapports de situation allemands font référence à Patton, même quand il tient un front plus petit avec moins de divisions que Montgomery. Le colonel Benjamin Monk Dixon, propre chef du renseignement de Patton, envoie des résumés au Chaïef, notant que les cartes allemandes capturées marquent les positions de la 3e armée avec des annotations de zones de danger rouge, tandis que tout le groupe d'armée de Montgomery reçoit des marquages défensifs standards. Eisenhower lit ses rapports à son bureau après minuit. Le café refroidit dans la tasse, la lumière fluorescente vacille. Il ajuste ses lunettes de lecture, entoure des phrases au stylo rouge, souligne Patton 3 fois. Les réserves blindées de la Wehrmacht, le point blindé mobile qui peut décider des batailles, se positionnent systématiquement face au front de Patton, pas celui de Montgomery. Les analystes du renseignement présentent cela comme une curiosité, pas une conclusion. Mais Eisenhower voit ce qu'il documente. La peur de l'ennemi, pas le respect, pas la prudence. La peur, le genre qui vous fait retenir vos meilleures troupes, qui vous fait refuser d'engager des réserves ailleurs parce que vous êtes certain que Patton exploitera la moindre faiblesse dès que vous aurez le dos tourné. Il met le dossier de côté, pas encore prêt à remettre en question la mythologie qu'il a passé des mois à défendre, mais incapable d'ignorer les données qui s'accumulent avec chaque nouvelle interception. 10 décembre 1944. Un centre d'interrogatoire derrière les lignes alliées. Un oberste capturé de la 5e armée blindée est assis face aux officiers de renseignement américains et fournit un aveu qui fige la salle. Nous savons que Montgomery viendra, nous pouvons préparer des défenses, calculer son accumulation de force, positionner nos troupes. Patton, nous ne savons jamais où Patton frappera, donc nous devons tout garder en réserve. La transcription atteint le bureau d'Eisenhower ce soir-là, tamponnée confidentielle à l'encre rouge. Une note manuscrite de Bedell Smith, attachée par un trombone en première page. Ceci correspond à 17 autres résumés d'interrogatoire depuis octobre. Eisenhower la lit une fois, puis encore. Le froid hivernal s'infiltre à travers les murs du palais, tandis que le poitiers de la révélation s'installe sur lui. Cette même semaine, les ordres opérationnels du maréchal allemand Gerd von Rundstedt sont interceptés. Le langage est explicite, presque désespéré. Tous les blindés disponibles doivent rester mobiles pour contrer les opérations d'exploitation de Patton. Le front de Montgomery peut être tenu avec des défenses fixes et des divisions d'infanterie statiques. Eisenhower se tient à la fenêtre de son bureau après minuit, les mains jointes dans le dos. La neige tombe sur la cour du palais, silencieuse, régulière, indifférente. L'illusion qu'il a maintenue pendant des mois se dissout dans ce silence. Non pas que Montgomery soit incompétent, mais que l'ennemi ne le craint pas comme il craint Patton. Les Allemands respectent Montgomery suffisamment pour construire des défenses. Ils craignent Patton suffisamment pour refuser d'engager des réserves ailleurs. Et Eisenhower a alloué des ressources basées sur la mythologie alliée plutôt que sur la psychologie ennemie. Le 11 décembre, Eisenhower ordonne à son état-major opérationnel de compiler une analyse complète. Où les divisions blindées et mécanisées allemandes sont-elles réellement positionnées le long du front occidental ? L'ordre est calme, presque désinvolte, mais tout le monde dans la salle comprend ce qui est demandé. Les cartes résultantes étalées sur la massive table dans la salle de guerre du SHAEF racontent une histoire indéniable. Face au 21e groupe d'armée de Montgomery, 33 divisions complètes, une logistique écrasante, une priorité claire. La Wehrmacht positionne 6 divisions blindées dans des défenses préparées statiques. Face à la 3e armée de Patton, 12 divisions constamment affamées de carburant opérant comme effort de soutien, 11 divisions blindées, plus toutes les réserves mobiles à 48 heures de distance de frappe.
La disparité mathématique stupéfie la salle dans le silence. Patton fait face à presque le double de l'opposition blindée, avec un tiers de la force de Montgomery. Pourtant, la troisième armée avance toujours plus vite, pénètre plus profondément, déstabilise l'ennemi plus que l'effort principal au nord. Eisenhower trace du doigt les marqueurs rouges des unités ennemies. Chacun représente des milliers de soldats allemands, des centaines de chars, des formations entières positionnées non pas là où la force alliée est la plus grande, mais là où la peur allemande est la plus grande. Les lumières au plafond projettent des ombres nettes sur l'Europe. Les chiffres crinent ce que la mythologie a caché pendant des mois. À cet instant, debout parmi son état-major silencieux dans la salle de guerre, Eisenhower réalise qu'il a mené la mauvaise guerre. Il a alloué des ressources pour satisfaire la politique alliée et la structure de commandement, tandis que l'ennemi alloue des ressources basées sur la psychologie et la terreur. Et en guerre, les décisions de l'ennemi comptent plus que vos plans. 21h40, salle 24, deuxième étage, à l'écart du centre opérationnel. Eisenhower convoque le général Walter Bedell Smith, son chef d'état-major, son confesseur, le seul homme qui peut entendre la vérité sans qu'elle ne fuite vers Churchill ou Marshall ou la presse. Smith entre pour trouver Eisenhower debout à la fenêtre, les mains dans les poches, fixant le vide. La pièce est froide. Une seule lampe de bureau fournit l'unique lumière. Sans se retourner, Eisenhower dit « Beetle, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Quand tu lis ces interceptions allemandes, que vois-tu réellement ?» Smith hésite, puis « Il se positionne pour Patton, mon général. Il se positionne pour Patton depuis septembre. » Eisenhower se retourne, son visage étiré, épuisé. De la cendre de cigarette tombe sur le tapis. Ils n'ont pas peur de Monty, ils le respectent, et ils planifient pour lui. Mais ils n'ont pas peur de lui, Patton. Ils sont terrifiés qu'il fasse quelque chose qu'ils ne peuvent pas prédire, ne peuvent pas contenir, ne peuvent pas arrêter une fois que c'est lancé. Les mots restent suspendus dans la pièce comme la fumée après une fusillade. Smith hoche lentement la tête. « C'est ce que disent les données, mon général. » Eisenhower marche vers son bureau, prend le dossier de renseignement à deux mains. Sa voix tombe à peine au-dessus d'un murmure. « Alors Patton nous est plus utile à les effrayer que Montgomery à les battre, et j'ai mené cette guerre à l'envers. » Il pose le dossier, regarde Smith. Le poids de 6 mois de ressources mal allouées, de compromis politiques, de mythologie plutôt que de mathématiques, s'installe entre eux comme une troisième présence dans la pièce. Dehors, l'horloge du palais sonne 10 coups, marquant le moment où la philosophie du commandement allié passe de la mythologie à la psychologie, de la politique à la perception ennemie, de ce qui rend Churchill heureux à ce qui empêche les généraux allemands de dormir. Dans les 48 heures suivant cette conversation, les décisions d'Eisenhower changent de manière que seul son état-major proche remarque. Il rédige une note soigneusement formulée au général Marshall à Washington, expliquant que la posture opérationnelle agressive de la Troisième Armée crée des engagements défensifs allemands disproportionnés, qui devraient être exploités comme levier psychologique. Il redirige discrètement les allocations de carburant, pas dramatiquement. Cela déclencherait des tempêtes politiques, mais suffisamment pour que l'état-major de Patton remarque un flux de ravitaillement accru à partir du 13 décembre. Quand Montgomery demande la priorité pour sa prochaine offensive au nord, la réponse d'Eisenhower est mesurée, presque prudente, demandant des calendriers révisés et questionnant si les réserves allemandes s'engagent réellement dans ce secteur. Au quartier général du Chaef, les officiers supérieurs remarquent le changement de ton pendant les briefings. Moins de déférence automatique envers les plans méthodiques de Montgomery. Plus de questions sur où la force allemande se concentre par rapport à où la politique alliée exige l'action. Bedell Smith commence à cadrer les discussions opérationnelles autour de la disposition des forces ennemies plutôt que des priorités offensives alliées, réorientant subtilement la pensée du groupe de commandement sans renverser explicitement les relations de commandement établies. Les fluorescents au plafond du centre opérationnel semblent plus brillants maintenant, projetant moins d'ombre sur les cartes, comme si quelqu'un avait enfin allumé toutes les lumières et vu ce qui était réellement là, au lieu de ce que tout le monde supposait devoir s'y trouver.
Mais Eisenhower ne dit rien publiquement. Admettre la valeur psychologique de Patton enflammerait la rivalité Montgomery-Patton, irriterait Churchill, créerait des gros titres questionnant l'unité alliée, au moment où l'unité compte le plus. Donc, le changement reste discret, interne, visible seulement dans les tonnages de carburant et les approbations opérationnelles qui changent subtilement, sans annonce formelle. Pourtant, tous ceux proches du commandant suprême le sentent. La mythologie qui se fissure, remplacée par quelque chose de plus dur et plus impitoyable. Dans une évaluation classifiée qu'Eisenhower rédige pour ses dossiers personnels, jamais diffusés, jamais discutés en réunion, il articule pourquoi Patton génère plus de peur allemande que Montgomery ne commande de respect allemand. L'analyse est clinique, presque froide, dépouillant la personnalité et se concentrant purement sur la psychologie opérationnelle. Montgomery télégraphie ses intentions des semaines à l'avance par des accumulations massives de ravitaillement, des préparations méthodiques et des déclarations publiques sur le fait de ne pas attaquer tant que les conditions ne sont pas parfaites. Le renseignement allemand suit chaque convoi de ravitaillement, calcule le calendrier d'accumulation et prépare des défenses en profondeur en conséquence. Les commandants de la Wehrmacht peuvent lire Montgomery comme une partition musicale. Tempo prévisible, rythme connu, crescendo préparé. Patton opère sur l'improvisation et l'exploitation. Il frappe avant que les forces ennemies ne se consolident. Il change d'objectif en cours d'opération, selon l'opportunité plutôt que le plan. Il pousse des unités épuisées au-delà de ce que les officiers d'état-major allemands formés à la doctrine militaire prussienne considèrent comme tactiquement soutenable. Sa logistique est perpétuellement inadéquate selon les standards des manuels. Pourtant, il avance quand même, vivant sur les approvisionnements capturés et acceptant des risques qui violent chaque principe de la guerre conventionnelle. Les commandants de la Wehrmacht ne peuvent pas calculer cela. Ils sont formés à calculer les ratios logistiques, les frontages défensifs, le positionnement des réserves, basé sur un comportement ennemi prévisible. Le comportement de Patton n'est pas prévisible, il est instinctif, opportuniste, prêt à parier sur le chaos. Les documents capturés révèlent que les unités allemandes face à la 3e armée ont reçu des ordres permanents de maintenir des réserves mobiles en tout temps et de se préparer à une exploitation dans n'importe quelle direction, immobilisant effectivement des divisions entières qui pourraient renforcer d'autres secteurs. Dans ses notes privées enfermées dans le coffre de la salle 24, Eisenhower écrit une ligne qui capture tout. La valeur de Patton n'est pas dans le terrain qu'il prend. C'est dans le terrain que les Allemands ne quitteront pas parce qu'ils ont peur qu'ils le prennent. La page reste dans l'obscurité, trop politiquement sensible pour être partagée, trop stratégiquement importante pour être ignorée. 4 jours après la prise de conscience d'Eisenhower, les Allemands lancent leur offensive surprise à travers les Ardennes, la bataille des Ardennes. Le 16 décembre, les fers de lance blindés de la Wehrmacht écrasent les lignes américaines en Belgique, créant le chaos, menaçant de couper le front allié en deux, pariant tout sur la vitesse et le choc. Mais la nouvelle compréhension d'Eisenhower s'avère critique. Tandis que d'autres commandants s'agitent pour comprendre l'objectif allemand, Eisenhower ordonne immédiatement à Patton de désengager la 3e armée de l'offensive de la Sarre, de pivoter de 90 degrés vers le nord et de frapper le flanc sud allemand. C'est une manœuvre audacieuse, redéployer une armée entière sur plus de 160 km dans des conditions hivernales, attaquant dans une bataille fluide avec une préparation minimale. Patton l'accomplit en 48 heures. Les planificateurs allemands supposaient qu'il faudrait une semaine minimum, assez de temps pour consolider leurs gains et préparer des défenses. Au lieu de cela, la 3e armée frappe l'épaule sud du saillant le 22 décembre, 6 jours après le début de l'offensive, prenant les forces de la Wehrmacht encore étendues et vulnérables. Les commandants allemands paniquent. Les communications interceptées montrent Rundstedt hurlant pour des réserves afin de bloquer le secteur de percée de Patton, même si les forces plus importantes de Montgomery au nord sont plus proches des lignes de ravitaillement allemandes, critiques à Saint-Vith. Toutes les pôles sud s'effondrent, non pas parce que les divisions de Patton sont plus grandes ou mieux équipées, mais parce que les Allemands engagent une force disproportionnée en essayant de le contenir, des réserves dont ils ont désespérément besoin ailleurs. Dans la salle de guerre du chef, regardant les épingles bleues avancer là où la panique allemande crée l'opportunité,
Eisenhower voit sa compréhension du 12 décembre validée en temps réel. Et il ne jubile pas, n'explique pas à son état-major pourquoi il savait que le mouvement de Patton déclencherait une réaction excessive allemande, au-delà du calcul rationnel. Il fume simplement sa cigarette, étudie la carte et note mentalement que la guerre psychologique façonne la réalité opérationnelle plus qu'aucun tableau logistique ne pourrait jamais le prédire. Tout au long de l'hiver et du printemps 1945, Eisenhower exploite l'impact psychologique de Patton avec une sophistication croissante. Il permet à la Troisième Armée de faire des préparatifs ostentatoires pour des traversées du Rhin qui attirent Natal et les réserves allemandes vers le sud, puis exécute la traversée réelle de Montgomery à Wesel avec une opposition significativement réduite. Il utilise la reconnaissance de la Troisième Armée comme appât stratégique, poussant des patrouilles agressives en avant dans des secteurs où il veut que les Allemands engagent leurs forces, transformant effectivement Patton en un atout de déception mobile. La Wehrmacht, conditionnée par des mois de crainte des opérations d'exploitation de Patton, tombe dans le piège à répétition, déplaçant des réserves pour bloquer l'axe d'avance probable de Patton, tandis que la première armée de Hodges ou la 7e armée de Patch avancent à travers des secteurs affaiblis ailleurs. En avril, les cartes de situation allemandes capturées dans des quartiers généraux effondrés montrent la position de Patton encerclée à l'encre rouge, annotée avec Hauptgefahr menace principale. Même quand la 3e armée opère comme effort de soutien plutôt que comme attaque principale, l'obsession allemande pour Patton est devenue une paralysie stratégique, les forçant à maintenir des réserves mobiles contre des éventualités plutôt que d'engager des forces là où les batailles sont réellement livrées. Eisenhower n'explique jamais publiquement cette dynamique. Après la guerre, les historiens militaires créditent la traversée du Rhin de Montgomery à Wesel, l'encerclement de la Ruhr, les campagnes méthodiques qui correspondent à la théorie militaire conventionnelle. Le rôle de Patton comme épouvantail stratégique, le général dont la réputation immobilisait les réserves allemandes plus efficacement que le combat réel, reste enterré dans des dossiers de renseignements classifiés. Dans ses mémoires privées des années plus tard, Eisenhower écrit une ligne cryptique sur cette dynamique. Parfois, la plus grande contribution d'un commandant n'est pas ce qu'il capture, mais ce qu'il force l'ennemi à défendre. Les lumières du palais de Versailles s'éteignent en mai 1945, et avec elles le secret de comment la guerre psychologique a façonné la campagne finale plus que la puissance de feu, la logistique ou tout plan de bataille que l'état-major d'Eisenhower ait jamais rédigé. Des décennies passent. Les historiens célèbrent Montgomery comme le maître planificateur, prudent, méthodique, le général qui n'a jamais perdu. Ils dépeignent Patton comme le cow-boy agressif, brillant mais imprudent, efficace mais indiscipliné. Les dossiers de renseignement montrant quel général l'ennemi craignait réellement restent enfermés dans les archives militaires, déclassifiés seulement après que tous les impliqués soient aux morts. Eisenhower a emporté le secret dans sa tombe en 1969, n'admettant jamais publiquement que la psychologie allemande a façonné ses décisions de commandement aussi profondément que la force alliée. Le faire aurait diminué Montgomery, irrité la Grande-Bretagne, compliqué le récit propre de l'unité alliée qui servait mieux la politique d'après-guerre que les vérités inconfortables sur la peur et la perception. Mais le schéma reste indéniable dans ces dossiers poussiéreux. Les commandants de la Wehrmacht positionnèrent leur meilleure division face à Patton, redirigèrent leurs réserves pour bloquer ses percées probables et sacrifièrent leur flexibilité opérationnelle parce qu'ils ne pouvaient s'empêcher d'imaginer ce qu'ils pourraient faire ensuite. La leçon qu'Eisenhower a prise cette nuit de décembre dans la chambre 24, que la perception de l'ennemi compte plus que la force alliée, que la peur est aussi décisive que la puissance de feu, que la mythologie que vous créez dans l'esprit de l'ennemi peut gagner des batailles que vous n'aurez jamais à livrer. Elle ne figurera jamais dans les manuels de commandement ni dans les programmes des écoles d'état-major. La guerre se termina par des défilés et des médailles. Montgomery fut anobli. Patton mourut dans un accident de jeep 9 mois après la capitulation de l'Allemagne. Eisenhower devint président avec un bilan qui ne mentionnait jamais comment il avait transformé la réputation d'un général en arme contre les nerfs de l'ennemi. En fin de compte, la stratégie la plus efficace resta la moins discutée.
enfouis sous des décennies de mythologie publique qui servaient mieux les objectifs politiques que l'exactitude historique. Parfois, la vérité coûte plus cher que les guerres.